Allez, dernière séquence ou avant-dernière séquence de cette journée audiovisuelle et diversité. Quelle représentation? On va s'interroger sur finalement qu'est-ce qui fait la diversité des contenus audiovisuels aujourd'hui, comment est perçue cette diversité, et puis diversité des contenus produits, mais aussi diversité de ceux qui produisent ces contenus. C'est ce qu'on va évidemment aborder cet après-midi. Je vous présente nos intervenants. Anna Tible, enseignante chercheuse en sciences de l'information et de la communication au CEMTI Paris 8. Est-ce qu'on a suffisamment de micros? Je vois qu'il manque des micros, voilà. Partagez-vous les micros. Normalement, il y en a 4, donc on doit normalement avoir suffisamment. Ça y est, ça arrive. Ils étaient à charger. À vos côtés, Anna Marco Winkler, professeure en informatique et en interaction humain-machine à l'Université Côte d'Azur Nice-Sophia Antipolis. Et puis, à mes côtés, Eric Foguet, NTV Média. On va découvrir justement votre média dans quelques instants. Et puis, Tom Coco Bikoussa. Bienvenue, Tom, réalisateur et fondateur de l'association Régicide Studio, qui a pour objectif notamment de démocratiser un petit peu les métiers de l'audiovisuel dans les quartiers populaires. Voilà. On va commencer avec vous, Anna, puisque vous avez mené une étude en collaboration avec France Télévisions sur la perception des diversités dans leur programme. Dans quel cadre, quel contexte cette étude et pourquoi ? En fait, c'est une enquête donc, qui a été menée, on est 3 chercheurs à l'avoir menée, Maxime Servul, Sarah Lécossé et moi-même. Et en fait, Maxime Servul et Sarah Lécossé avaient déjà mené une enquête pour le cinéma français, pour le collectif 50-50, sur les représentations de la diversité au cinéma. Et suite à cette étude, France Télévisions a souhaité les rencontrer, et c'est à partir de là qu'est partie notre enquête, puisque notre enquête est en 2 parties. Une enquête sur les représentations, qui est une enquête plutôt quantitative, sur comment est représentée la diversité à l'écran dans les émissions de la journée sur France Télévisions. Et il y a un volet qualitatif sur lequel j'ai travaillé moi-même, sur les perceptions des publics de cette diversité à l'écran. Donc, de fait, France Télévisions nous a contactés suite aux études qui avaient été faites pour le cinéma, dans une volonté de reproduire un peu le même type d'enquête. Étude sur 1 an, novembre 2023, novembre 2024. Quelle a été la méthodologie ? Oui, alors, donc, en effet, l'enquête, elle s'est déroulée sur 1 an. Elle vient juste de se finir. On vient juste de la présenter à la direction de stratégie de France Télévisions. Et donc, pour cette enquête, moi, j'ai rencontré une 60aine de personnes, 66 exactement. Des téléspectateurs, hein, non, en justement, fait, non, j'allais y venir. Donc, j'ai rencontré 58 personnes qui étaient des publics. Et j'ai aussi rencontré des professionnels de France Télévisions en charge des publics pour avoir aussi... pour pouvoir articuler aussi avec les projections qu'ont les professionnels de leur public à France Télévisions. Donc ça, c'était pour les personnes que j'ai rencontrées. L'objectif, c'était de rencontrer des personnes qui soient les plus représentatives de la diversité de la société française. Donc l'enquête, elle s'est déroulée auprès de publics qui habitaient des territoires variés, donc évidemment en région parisienne, mais pas seulement, en région nantaise également, en région rennaise, autour de Montpellier, de Bordeaux, de Lyon, de Lille, en Indre-et-Loire. J'essaie de pas en oublier, mais enfin, on a essayé de faire une enquête qui s'adresse à des publics très variés et de la même manière en termes d'origine sociale, parce que c'est souvent un pan oublié, malheureusement, enfin, pas forcément volontairement, mais on a souvent du mal à interroger des enquêtés issus de catégories populaires. Et donc, j'ai contacté des mairies de quartier, notamment à Nantes, mais aussi à Bordeaux, et des offices de logements sociaux qui m'ont permis d'accéder aussi à une partie des enquêtés. Il y avait 3 volets dans cette étude, c'est ça ? Il y avait un volet, vous avez interrogé donc le public sur comment il regardait la télé du quotidien, l'attachement à certains programmes, et puis surtout ce qui nous intéresse là, c'est comment ils définissent la diversité. Ouais, exactement, oui, pardon. En effet, le guide d'entretien, en fait, il se déroulait en 3 étapes. Donc évidemment, l'objectif, c'était d'aboutir à quelles sont les perceptions de la diversité chez les publics de France Télévisions, mais comme c'est une question qui s'est révélée extrêmement compliquée, à aborder auprès des publics. Le guide se déroulait sous une forme de dramaturgie en fait. On interrogeait d'abord les publics sur leur mécanisme d'attachement aux émissions, pourquoi ils s'y attachent, pourquoi ils s'en détachent, à quels animateurs ils s'attachent en particulier, à quels candidats, etc. Et puis ensuite, en effet, on abordait plus spécifiquement leur lien au service public et enfin
leur perception de la diversité dans les émissions qu'ils regardent. Et j'ai pas précisé, mais les émissions qu'ils regardent, enfin sur lesquelles on les interrogeait, c'est vraiment les émissions de la journée, donc pas les émissions d'information qui ont déjà été un petit peu étudiées. C'est vraiment les émissions qu'ils appellent de fond de grille chez France Télévisions, donc Télématin, La Maison des Maternelles, Tout le monde veut prendre sa place. C'est à vous, enfin, bon, toutes les émissions qui se déroulent de 7h à 21h en gros sur France 2, France 3, France 5 et qui sont finalement relativement peu étudiées pour l'instant. Et donc c'était des entretiens d'une heure, hein, c'est ça, ouais. à peu près avec ce public, avec quelques points de blocage. Oui, donc en effet les entretiens duraient à peu près 1 heure en moyenne chacun. Et étant donné que la diversité n'est pas une notion consensuelle auprès de tous les enquêtés, en effet, il y a eu pas mal de points de blocage, et notamment sur la question de la diversité ethno-raciale. C'est un des résultats très forts de l'enquête. C'est que quel que soit le profil sociodémographique des personnes interrogées, la question de la diversité ethno-raciale n'était jamais abordée de front, en fait. Donc si moi je n'amenais pas la question, même si je posais la question de la diversité, personne n'y venait. La question du handicap arrive en général en premier. Parfois il y a la question de la diversité sociale aussi qui arrive après dans l'entretien. Mais la question de la diversité ethno-raciale, ça apparaît comme un vrai tabou et comme une notion qui est en fait encore très conflictuelle aujourd'hui et qui est souvent très marquée aussi par un cadre interprétatif politique. On le verra tout à l'heure, mais c'est vrai que chez certains enquêtés, il y a vraiment un lien très fort entre ce qu'on projette de la diversité et le cadre politique dans lequel on s'inscrit. Et pourquoi finalement France Télévisions a fait appel à des chercheurs pour mener cette étude, alors qu'habituellement on confie ce type d'études souvent à des cabinets de conseil ou des cabinets d'enquête? Oui, je pense, très clairement, c'était, comme je disais tout à l'heure, c'était quand même vraiment lié au fait qu'ils connaissaient le travail qui avait été fait pour le collectif 50-50. Donc il y avait aussi la volonté de poursuivre en fait ce type d'enquête sur le long terme, parce que là en l'occurrence l'enquête durait quand même 1 an, donc c'est vraiment une enquête approfondie. Je pense aussi qu'en tant que chercheur, quand on mène des entretiens, encore une fois, il y a cette idée quand même de prendre le temps aussi et peut-être de parvenir à aboutir à certains résultats qu'on aurait moins, en effet, en tant que consultant dans un cabinet privé. Par rapport à ce qui a été dit ce matin, j'étais complètement d'accord avec ça. Il y a le fait aussi qu'en effet, on assume en fait un cadre épistémologique et Maxime Servul, donc, qui pilotait en partie l'enquête, il est notamment connu pour un ouvrage qu'il a écrit sur les constructions sociales en fait de la blanchité au cinéma. Et en fait, clairement, nous, on s'inscrivait dans ce cadre théorique-là, et je pense que c'est aussi ça qui les intéressait. C'était aussi qu'on poursuive en fait ces questions justement sur les constructions sociales de la blanchité, mais aussi de la diversité en général. Et alors, qu'est-ce qu'on apprend dans cette étude ? Qu'est-ce qu'on apprend dans cette étude ? Alors du coup, d'une part, sur les mécanismes d'attachement, je ne vais pas trop m'attarder dessus, parce que finalement, là, on est vraiment sur la question de la diversité, donc... ce qu'on observe quand même, c'est que là où c'est intéressant de questionner les publics sur la télé du quotidien, la télé de la journée, c'est que c'est une télé qui, pour eux, justement, est plus consensuelle. Ils l'abordent pas du tout de la même manière que les informations, par exemple. Ils vont l'aborder comme un peu un bruit de fond, une télévision un peu doudou. Et de fait, ils vont avoir un rapport souvent assez, facilité, en fait, au contenu qui leur sont proposés dans ces émissions-là. Mais ce qui ressort très fort de cette enquête, d'une part, c'est que la définition de la diversité n'est absolument pas acquise. Donc en fait, concrètement, la diversité, ça recouvre énormément de définitions selon les personnes interrogées. Bon, ça, c'est pas une nouveauté. Il y a des chercheurs qui avaient déjà travaillé la question, notamment une chercheuse qui s'appelle Milena Deutscheva et qui avait parlé de superdiversité, une superdiversité qui empêche justement de cibler la question ethno-raciale dans les politiques publiques notamment. Mais c'est quelque chose qui ressort très très fort chez les enquêtés. Et puis aussi le fait que c'est, encore une fois, il y a un vrai tabou sur la question des origines, de la couleur de peau qui est vraiment manifeste dans tous les entretiens. Et je le dis encore une fois parce que c'est vrai chez n'importe qui, y compris chez des personnes qui se disent engagées à gauche, etc. Et engagées même sur ces questions-là. Donc en fait, il y a quand même un tabou qui est très fort. Il y a une question de disciplité sur ces sujets-là qui est problématique encore aujourd'hui et qui ressort très très fortement dans les entretiens. On peut peut-être voir justement quelques verbatims recueillis, juste si on peut... voilà. C'est peut-être moi qui les appelle. Oui, pardon. Ah. C'est bon, ça y est. On n'a pas une IA pour
pour nous filer un coup de main. Ça, voilà, public anti-clash. Oui, alors déjà je précise que tous les entretiens sont anonymisés, hein, ce ne sont pas les vrais prénoms, donc tout est anonymisé. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a dégagé 3 postures en fait à la suite des entretiens, 3 postures de réception justement, trois manières de percevoir la diversité à l'écran. Alors c'est c'est une typologie, évidemment il y a des fluctuations, mais en tout cas en gros ce qu'on a observé, c'est qu'il y a d'une part des publics qui ont une perception de la diversité qui est vraiment anti-clash. En fait, ces publics-là, ils vont avoir une posture d'adhésion à l'égard du discours sur la diversité qui est produit par France Télévisions. Et sans grande surprise, c'est des publics qui sont souvent issus de CSP+, plutôt fonctionnaires, enfants de fonctionnaires, fonctionnaires à la retraite. Donc c'est une culture de service public très forte. Et et c'est souvent des personnes qui ont l'impression de se voir à l'écran en fait et qui apprécient le fait de se voir à l'écran. Et donc il y a cette idée que France Télévisions diffuserait un message républicain sur la diversité tel que eux l'entendent. Donc ça c'est quand même une partie des réponses qu'on a eues. Et c'est aussi une posture qui est intéressante parce qu'elle se positionne souvent contre l'image de la diversité qui est proposée par les chaînes de Bolloré. Les chaînes de Vincent Bolloré sont très souvent évoquées dans les entretiens et elles sont toujours mises en opposition avec France Télévisions. Donc là, les publics qui sont favorables à la perception de la diversité sur France Télé, ils vont clairement dire que ce qu'ils apprécient sur France Télé, c'est une diversité qui serait consensuelle et qui irait contre la diversité conflictuelle en fait, des chaînes de Vincent Bolloré. Donc il y a un autre type de public qui est un public qui n'est pas totalement satisfait par les formules sur la diversité proposées par France Télé. Et c'est un public qui est vraiment en quête de reconnaissance, qui pour le coup ne se sent pas reconnu, ne se sent pas visible dans toutes les émissions de France Télé. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce public-là, il va avoir une consommation souvent beaucoup plus épisodique des programmes de France Télé. Il va souvent aller chercher un peu ailleurs des figures qui lui ressemblent davantage. Donc là, moi, cette citation-là, elle est particulièrement intéressante parce que c'est une femme métisse que j'ai interrogée lors des entretiens. Et en fait, elle, au fur et à mesure de l'entretien, elle s'est rendue compte qu'en fait, elle s'était attachée particulièrement à Karine Le Marchand, alors que a priori, elle disait qu'elle avait aucune raison de s'attacher en particulier à elle, mais en fait, en parlant, elle s'est rendue compte qu'en fait, elle se sentait, elle se sentait reconnue en fait à travers cette personne, dans le sens où c'était une des seules personnes de couleur qu'elle voyait à l'écran, une des seules femmes de couleur qu'elle voyait à l'écran, et au contraire, elle regrettait évidemment le fait que les femmes visibles sur France Télé, ce soit, donc elle dit des blondes, mais en tout cas des blanches. Et donc clairement, il y a quand même aussi toute une partie des enquêtés qui regrettent ce manque de visibilité, ce manque de reconnaissance. Et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est vraiment que finalement, cette diversité, ils vont la chercher ailleurs. Et de fait, il y a aussi plusieurs enquêtés qui ont regretté la disparition de France O, parce que France O, ça a disparu il y a quelques mois. Et ça, c'est quelque chose de très fort aussi qui ressortait chez ces publics interrogés. Et voilà. Et la dernière posture, c'est une posture vraiment d'opposition au discours proposé par France Télé sur la diversité. Alors il y a des verbatims qui sont assez durs. Donc j'en ai mis un notamment là qui est un peu dur. Mais en fait, c'est très révélateur de ce que j'ai pu entendre au cours des entretiens. Donc ça, c'est une posture qui va dénoncer une forme de bien-pensance de la part de France Télé, qui va s'opposer aussi aux chaînes de Vincent Bolloré, mais cette fois d'une autre manière, parce qu'on considère que chez Vincent Bolloré, au contraire, il y a une liberté de parole, alors que sur France Télévisions, on considère qu'il y a un discours trop lisse et trop bien-pensant. On voit que même dans le verbatim qu'utilisent les personnes, en fait, on reprend les formules qui sont proposées justement sur les chaînes de Vincent Bolloré, entre autres, le wokisme, etc. C'est ressorti à plusieurs reprises chez tout un tas de publics. Et en fait, ce qui est assez fort dans ce discours-là, c'est que c'est un discours qui perçoit souvent le média France Télé comme un média qui impose ses idées. Il y a l'idée d'une relation verticale en fait avec France Télé qui imposerait une doctrine de gauche. Ça a été évoqué aussi de nombreuses fois dans les entretiens. Et donc en fait, il y a vraiment un cadre interprétatif qui est encore très lié aux politiques, qui est très lié à une polarisation politique qui, on le sait, est très prégnante aujourd'hui en France. Et en fait, ce qui est assez intéressant avec ces publics-là, c'est que donc ils sont vraiment dans l'opposition. Et en même temps, ils regardent quand même en partie France Télé, parce que si je les ai rencontrés, c'est parce qu'ils regardaient France Télé. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que eux, ce qu'ils apprécient, c'est les émissions de témoignages. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais ça commence aujourd'hui, etc. Des émissions où on va laisser la parole au public. Et on se rend compte que chez ces publics-là, il y a aussi une recherche
d'horizontalité peut-être un peu plus forte, parce que finalement, même dans une émission comme ça commence aujourd'hui, ils peuvent accepter qu'on aborde certains sujets. Donc c'est un peu quelque chose d'ambigu, mais on voit que il y a aussi un rapport aux formules sur la diversité qui est lié à un rapport au service public et qui est lié aussi à un sentiment de verticalité. Donc cette étude a été livrée à France Télévisions. Oui. Et après, donc là on a rencontré la direction stratégie, on va rencontrer la direction des programmes. L'objectif c'est vraiment que ça ait un impact sur les pratiques professionnelles à France Télévisions. C'est leur objectif à eux clairement. Et quand je dis pratiques professionnelles, c'est à la fois pour l'enquête quantitative sur les représentations qu'on donne de la diversité à l'écran, mais du point de vue, à partir de l'enquête qualitative, ce qui est intéressant, c'est tout ce qu'on peut faire aussi sur, évidemment, le casting des candidats dans les émissions. C'est aussi ce qu'on peut faire sur la manière de montrer les publics des émissions, parce qu'en fait, quand on se rend sur les plateaux, on se rend compte qu'il y a des personnes qui placent les publics et que, en fait, ça va aussi offrir une certaine représentation de la société. Et puis, il y a bien sûr le fait de chercher à rendre plus accessibles les émissions à des publics qui seraient issus de différents territoires et de différentes catégories. Vous êtes interrogé Tom et Eric, ou même Marco. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette étude et les résultats de cette étude ? Je vais répondre. Peu de choses pour moi, parce qu'en fait aujourd'hui nous on est un trublion depuis 5 ans à NTV. On s'est créé finalement suite à Covid en l'occurrence sur 2 constats fondamentaux. Je dirais des appétences sur le fait de suivre les chaînes traditionnelles, et puis une émergence qui était née des réseaux sociaux, où finalement d'aucuns étaient en mesure de filmer une pizza et d'en faire un contenu intéressant. Je blague un peu quand même, mais cela dit, les influenceurs étaient là et un autre monde était né. Finalement on est parti sur un collectif où nous, on est une fabrique de l'offert, faire du contenu sur NTV. On a 8 thèmes principaux. Rappelez-nous ce qu'est NTV. C'est une chaîne numérique, en fait, qui distille 8 programmes qui vont de l'ésotérisme en passant par l'alimentation, la mobilité, la bouffe. J'ai déjà dit, entre l'économie, le tourisme, on a 8 programmes. Il suffit d'aller les voir. Bon, le site est hacké aujourd'hui, mais il va redémarrer tout à l'heure. Donc, du coup, nous, on offre, puisqu'il n'y a pas de pub, on est né sans soutien bancaire, on n'en voulait pas. Il y avait finalement une définition d'autonomie à la base, et puis où finalement la centralisation, nos héros finalement étaient les gens du quotidien. On avait ras-le-bol finalement d'une information lissée, alors que j'entends bien que moi je rejoins, si j'avais été interviewé, j'ai cassé la télé, je la regarde plus depuis longtemps, ce qui fait que on est devenu des zappeurs. Et je termine là-dessus, puisque l'Homo sapiens sapiens est mort, il y a un changement civilisationnel avec l'Homo sapiens numericus. On a maintenant non plus une main, mais un smartphone, le pouce qui grandit pour scroller de mieux en mieux dans les mois et années à venir. Donc en fait on a affaire à un anonymat absolu, puisque quand on balance nous des émissions, on fait des scores, on peut toucher des émissions, on va faire 500, 600 000 vues en cumulant quoi ? Parce que c'est quoi le numérique aujourd'hui ? Ce sont des serveurs, je viens de le dire, notre hacké, ce sont des faisceaux sociaux, j'ai pas dit réseaux sociaux, on émet nous sur les réseaux sociaux, donc des faisceaux sociaux, et derrière j'ai l'emailing, donc tous les mois on sort un magazine numérique qui permet, comme un Télé 7 jours ou un Télérama, en tout cas de revenir sur nos émissions. On a, nous, constaté que des émissions tournent en moyenne jusqu'à 6 mois. 6 mois sur une majorité d'informations distillées, ça tourne encore. Ça s'atténue, mais ça peut tourner encore. On a fait Philippe Gillet, si vous le connaissez, t'es passé pareil sur France TV et tout ce qui s'ensuit. C'est notre sauveur des caïmans, des araignées, des scorpions là, à Couéron. On a été conjointement avec son succès numérique. Et donc on voit bien que dès qu'on touche au numérique, on rentre dans une économie de l'inconnu, une économie de l'anonymat. Pour autant, moi, chaque fin de mois, il y a un banquier. Donc du coup, il fallait faire, et on est à notre 5e année, plus de 6000 émissions distillées sur les réseaux, ce qui fait que ça marche. Pour autant, il faut forcément appréhender le monde différemment, se mettre aussi en équation où le monde politique devient finalement pas notre partenaire. Quand je dis politique, ce sont les acteurs territoriaux qui distribuent des mannes et des viatiques. Donc moralité, aujourd'hui, là, ce qui m'intéresse quand on parle de contenu, c'est comment on le fabrique. Et nous, on le fabrique sur le terrain. Et avec qui ? Mais surtout, parce que là, on parlait de diversité. Vous, la particularité. Je fais une émission avec toi, mais avec caméra, Walter l'a fait pour nous. On a l'émission, mais l'idée du N, c'est pas Nantes, c'est un nomadisme. On est à Paris, on est à Nantes aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on s'installe en quasiment 2 minutes et on peut démarrer tout type d'interview.
voilà, on a forcément on va minimiser, je dirais, un lissage technique au profit, je dirais, d'une efficacité et une diversité d'informations. Et diversité des contenus, diversité d'informations et diversité aussi des intervenants avec des gens qu'on ne retrouverait peut-être pas forcément. Voilà. Alors j'ai mis et pour terminer, pour bien comprendre, c'est qu'il fallait distiller au-delà de la théorie une pratique, et cette pratique, elle est simple, c'était mettre le style conversationnel. On a plus de, on va dire, 6000 émissions, mais il n'y a pas de voix off chez nous. Il n'y a pas quelqu'un qui vient raconter ce qui va se passer. S'il y a des choses à raconter, on les dit. Et en fait, on a une culture qui est très bistrot. Et pourquoi ? Parce que humainement, chacun d'entre nous et dans le monde, on a l'oreille bistrot. Ça veut dire que si celle-ci est contrariée parce que ça sonne à côté, c'est pas grave. Elle n'a pas perdu le flux. Elle n'a pas perdu finalement l'information. Donc la conversation est intrinsèquement, à mon sens en tout cas, le meilleur outil pour créer du contenu. Marco, on ne vous a pas encore entendu sur la diversité. Je sais que vous vouliez nous parler justement de la diversité, mais déjà peut-être en donner une définition. Bon, mais merci pour l'invitation de participer à cette table ronde qui est très diverse d'ailleurs. C'est un vaste sujet, c'est difficile à donner une définition, mais on peut identifier plusieurs dimensions autour de la diversité. La diversité des genres, des contenus, des plateformes aussi technologiques, la diversité des usages aussi de l'information. Ça fait des données multivariées, très complexes, et qui rend même l'interprétation de qu'est-ce qui est diverse assez compliqué. Je pense que peut-être ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'on peut appliquer en termes des méthodologies statistiques et mathématiques pour voir quels sont les groupements d'informations qui sont différents les uns des autres. Essayer d'identifier voilà, qu'est-ce qui sort du lot à partir de l'identification de ces différentes dimensions aussi. Donc je ne me prononcerai pas sur une seule définition de diversité parce que ce serait trop restrictif. De toute façon. Trop réducteur, hein, évidemment. Vous, ce dont vous allez nous parler aujourd'hui, c'est vos travaux que vous menez avec le projet ANR Crobora, qui étudie alors la circulation des images d'archives dans l'espace médiatique. On parlait tout à l'heure de la perception de la diversité, et là on va parler plutôt de finalement la diversité des contenus, et notamment la diversité des contenus d'images d'archives. Ça fait partie de vos travaux. Très bien. Prenez la zapette. Voilà, la zapette. J'espère que ça va marcher. Donc ces projets ANR, il a été développé par un collègue d'audiovisuel qui c'est Matteo Treliani, donc auquel j'ai participé. À la base, l'idée c'est d'étudier l'usage des images d'archives dans la retransmission lors des JT de ces images pour la construction d'une image de l'Europe. Donc en fait, on voulait voir quelles étaient les images qui étaient utilisées de façon récurrente, fréquente, et qui avaient un impact sur la création d'une conscience collective autour de certains concepts. Donc, hop. Oh là là. Alors oui, il faut viser vraiment Pardon, ici. Voilà, ok, très bien. Donc nous avons collecté 20 ans des images des JT, images de toutes les JT. On a extrait En France, en Italie En France et en Italie. Donc Rai 1, 2 et 3, France 2, 5, etc. Les archives de l'INA, les archives du web également. Donc un grand volume de données. Toutes ces données ont été triées, classifiées de façon à identifier quelles étaient les images d'archives qui étaient utilisées pendant ces 20 dernières années. Donc on a extrait des métadonnées et on a développé des outils pour visualiser et comprendre ces images-là. Donc toutes les images d'archives, elles ont été reclassées. On a proposé une classification en temps dans une catégorie qui est soit il y a des célébrités, soit c'est un événement, soit une illustration ou une localisation. Donc ces images ont été classées. Donc à partir d'une vidéo, on a fait des extraits d'images qui ont été reclassifiées. Donc ce que vous voyez peut-être un peu en bas de l'image, vous voyez qu'il y a des petites icônes qui identifient dans quelle catégorie on a mis les différents tags dans ces images. D'accord ? Donc on a enrichi le corpus à la base. Et puis après, on a fait un outil qui nous permet de rechercher. Donc on peut utiliser des mots-clés pour retrouver des images qui correspondent. Donc on a accès à tous les archives originaux, donc les images, les vidéos et aussi tous les métadonnées qui ont été rajoutées. Donc ça, c'est la vision des bases. Mais on est allé un peu plus loin là-dessus parce qu'on veut voir les relations qui ces différents métadonnées contenaient. Donc effectivement, on trouve ces relations
Donc, on a plein d'outils qui permettent de retrouver les relations entre les vidéos, mais comment le rendre disponible à la population qui veut consommer ou veut lire et s'approprier de ces contenus-là. Donc ici, vous avez par exemple des choses qu'on a réussi à trouver parce qu'on a utilisé cet outil. Donc peut-être vous savez ou peut-être vous savez pas, mais il y a une relation entre les parlements helléniques en Grèce et les palaces royales en Angleterre. Voilà. Pourquoi? Parce que ces deux maisons royales, elles ont des liens familiaux. Et donc, quand on utilise ces deux mots-clés, Hellenic Parliament et Old Royal Palace, on va retrouver des tas d'images différentes et qui s'y rejoignent. Donc, vous voyez ici les mots-clés qui sont utilisés. J'ai fait aller-retour. Vous voyez que les images qui sont associées. Donc, ces images, elles donnent aussi, elles véhiculent quelque chose, elles véhiculent une identité visuelle qui est associée aux concepts qui sont derrière. Donc c'est une des trouvailles qu'on a trouvées en explorant cette base de données. Un autre exemple ici, c'est par rapport à la migration. Donc quand on utilise les termes migration entre external border, donc l'immigration extérieure ou intérieure, internal border, les images qui sont utilisées sont très différentes. Donc ici on voit les deux. Voilà, ici c'est quand on voit uniquement internal border, donc vous voyez les contrôles des papiers, du contrôle dans les gares, c'est assez doux, mais comme image, si on compare avec les images qui sont associées à l'immigration extérieure, où là on voit des campements, des gens dans des situations de détresse, donc c'est des images beaucoup plus dures à réaliser. Et ces images, elles sont assez récurrentes dans toutes les chaînes. D'accord. Donc c'est à partir de là qu'elle commence à rentrer dans le conscient collectif. Ici, on montre aussi une façon de distribuer les images, de faire une analyse à plusieurs niveaux. Donc là, on a utilisé 3 mots-clés différents, manifestation, démonstration et proteste. Donc ce sont des mots qui sont utilisés en anglais pour désigner les mêmes choses. Et là, on commence avec un découpage par rapport à les différentes chaînes, telles que les chaînes ont la couverture de ces thématiques-là. Donc vous voyez qu'on a trouvé 441 sujets qui utilisent un de ces mots-là, dont 172 à Arte, donc celle qui parle le plus de ces thématiques-là. Et puis, quand on sélectionne la chaîne en question, là, on peut décomposer encore. Ça correspond à quel type d'événement. Donc, vous avez ici une classification des types d'événements. Ici, j'ai descend encore en niveau un peu plus détaillé, je peux voir les détails techniques de qu'est-ce que ça veut dire ces types d'événements-là. Et à partir de là, vous voyez, on a les petites icônes qui nous permettent de revenir aux archives d'origine pour vérifier l'information. Ça, c'est quelque chose auquel on attache beaucoup d'importance, c'est pouvoir vérifier les traitements de l'information à l'origine et pas uniquement à partir des outils. Donc ici, vous voyez un peu plus un grand format, les images qui sont associées. On a trouvé aussi la nécessité de comprendre comment ces relations sont accessibles dans cette corpus. Donc on a développé un outil. Donc si vous voyez, je commence à écrire des mots-clés là. Il me propose déjà des mots-clés. Donc c'est Hellenic Parliament, c'est l'exemple de tout à l'heure. Donc juste attention, on tape un seul mot-clé, tac. Et là, l'outil va me permettre de ressortir toutes les relations qu'on trouve dans la base. Donc, ce n'est pas uniquement les sujets qui contiennent Hellenic Parliament, mais ils vont me trouver les autres relations qui sont là-dedans. Donc, on voit par rapport à cette recherche de similarités une diversité d'associations du contenu avec des usages qui sont très différents et auxquels on n'aurait pas facilement pensé si on n'avait pas des outils comme celui-là qui nous permettent de montrer la similarité entre les différents sujets. Donc, ce que vous avez à gauche et à droite, c'est des liens, des corrélations, donc des mots précédents et des mots conséquents. Donc, voilà, c'est un peu technique, je pourrais vous expliquer si vous voulez. Mais en fait, ces mots, ils sont reliés là-dedans par deux règles qui sont au centre, donc, et dont la couleur, elle varie par rapport au niveau de confiance qu'on peut donner dans ces relations-là, mais qui on peut explorer, on peut raffiner les niveaux d'intérêt et les niveaux de précision qu'on veut dans ces règles-là. Et on peut sélectionner des règles à l'intérieur, donc un de ces diamants qui sont à l'intérieur, pour aller retrouver la source de cette corrélation.
Donc on peut toujours revenir à la source, c'est quelque chose auquel on s'attache énormément. Donc juste pour conclure autour de ces sujets de la diversité, on a trouvé qu'il y a beaucoup de stéréotypes dans les médias, énormément. Il y a, dans certaines émissions, il y a plus de 80% des images d'archives qui sont exactement les mêmes. À chaque fois qu'on parle de certains sujets, c'est exactement la même image d'archives qui revient. Ça, c'est facile pour les gens qui produisent ces émissions, mais c'est pas représentatif de la diversité. On peut avoir un exemple, notamment, je crois que vous avez travaillé sur les migrants. Les exemples que je vous ai donnés par rapport aux frontières, Lampedusa, c'est un exemple qui ressort assez régulièrement. Quand on parle de la Deuxième Guerre mondiale, il y a toujours les bombardements de Berlin, les avions qui passent. C'est toujours les mêmes images qui reviennent systématiquement. Il y a plein d'autres exemples qui sont parlants et qui n'apparaissent pas. Donc on voit que c'est pas très divers. Et là, on peut démontrer ça grâce à cette plateforme. Donc il faut sortir de ces stéréotypes et ces plateformes-là permettent d'identifier ces genres de choses. J'ai beaucoup apprécié dans la table précédente toute la discussion autour de l'IA. Je pense que l'IA a un rôle à jouer, notamment pour faciliter l'indexation. C'est pas facile d'indexer tout ça. Et je trouve que c'est essentiel dans cette indexation qu'on a la source de l'information. Je pense que c'est un bon point de départ de savoir, c'est OK, l'image, l'archive, les informations que je consomme, d'où elle vient. Est-ce que ça a été produit par un humain ou par une machine? Quelle était méthode? Quel algorithme? Est-ce que je peux faire confiance ou pas? Et tout ça, ça nous permettra de mieux comprendre la diversité de ces contenus. Et vos travaux, finalement, nous montrent aussi qu'il n'y a pas forcément dans l'audiovisuel une grande diversité, à la fois dans les contenus, mais aussi des diversités des solutions qui ne sont pas forcément représentées, et notamment dans le cas des migrants. C'est vrai que lorsqu'on traite dans les journaux télévisés de ce sujet, ce sont toujours les mêmes images qui reviennent. C'est les mêmes images qui reviennent, mais il y a d'autres images qui sont peut-être plus positives, d'intégration, des contributions des migrants dans la société. Des gens, voilà, vous entendez mon accent. Je suis pas né en France, je suis étranger, mais j'ai passé la moitié de ma vie en France déjà, donc voilà, je considère que je suis intégré à la société aujourd'hui. Voilà, donc il y a plein d'autres exemples qu'on pourrait donner, mais on revient toujours sur des clichés et ça c'est vraiment dommage. Alors on va parler d'exemples, et là de bon exemple avec vous, Tom Coco, puisque vous allez nous présenter l'association Régicide Studio. Parlez-nous peut-être avant de votre parcours, parce que Tom, vous avez grandi et je crois que vous vivez toujours au Dervalières. Depuis tout petit, vous rêviez de faire du cinéma, mais ça vous semblait en tout cas assez inaccessible. Bon, en fait, c'est un peu lié à tout ce qu'on disait avant. C'était un moyen de s'exprimer qu'on cherchait en fait. Parce que moi j'ai commencé le cinéma à l'âge de 18 ans. Mais avant ça, j'ai fait de la musique, j'ai fait du rap. Je voulais raconter des histoires, raconter quelque chose. Et le cinéma, c'était quelque chose qui me passionnait. Moi j'ai grandi avec un lecteur cassette. Je suis pas si vieux, mais c'est la situation économique qui a fait ça. On a grandi avec un lecteur cassette, ça veut dire que j'ai regardé des films en boucle. Et au final, je voyais même les procédés de tournage avant même d'avoir fait des recherches ou j'ai pas fait d'études spécialement dans le cinéma, mais il y a des mécanismes que j'ai appris en regardant des cassettes. Et en fait, ce truc-là, il est arrivé parce que j'ai voulu faire du cinéma. À l'âge de 18 ans, je me dis j'ai envie de me lancer. On m'a dit c'est compliqué, t'habites pas à Paris, t'as pas fait d'école de cinéma. Mais le Tom Coco de 18 ans était très têtu. C'est-à-dire il a dit ouais, on va voir. Et au final, quelques mois plus tard, je me retrouvais à recevoir un prix jeunesse à Cannes. Et du coup, c'est ça qui a tout lancé parce que il était têtu, sûr de lui, mais au final, il y avait quand même ce truc où il n'a pas trop compris quand il s'est retrouvé à Cannes. C'est quand il revient, il y a les voisins, il y a les tontons, il y a tout le monde qui est super content. Et moi, à ce moment-là, je comprends pas ce que j'ai fait. Je vois pas l'importance de ce que j'ai fait. Et c'est en y réfléchissant, c'est en me disant, mais en fait, les gens là, ils sont contents, mais ils sont contents parce que je suis allé, c'est bien pour moi, mais c'est pas seulement ça qui les a rendus heureux. C'est le fait que moi, Tom Coco Bikoussa, habitant des Dervalières, je suis allé au Festival de Cannes. Je montrais que c'était possible. Et c'est ça qui était important. Et c'est pour ça qu'on a créé l'association à ce moment-là.
Parce qu'on voulait montrer que c'était possible. On voulait montrer que quand je parlais avec des amis, ils me disaient ah ouais, le cinéma, ça veut dire nous aussi on peut aller là-bas. Bah oui. Ah ouais, il y en a des trucs à Nantes. Bah oui, il y a plein de super festivals à Nantes. Il y a plein d'événements sur le cinéma. Mais en fait, il y avait Nantes, c'est quand même une ville bien desservie. Mais il y a des barrières sociales qui sont compliquées. Il y a plein de jeunes de quartiers populaires qui se disent ouais, mais moi je peux pas venir sur l'île de Nantes pour un événement, mais je peux pas venir pour aller regarder un film. En fait, il y a plein de choses qui sont possibles. Mais comme on a des barrières sociales dans la tête, comme il y a ce truc d'information avec lequel on a grandi, maintenant c'est en train d'évoluer parce qu'il y a une manière de... Les gens ont plus le droit à l'expression qu'avant. Fallait avoir même que ce soit hors cinéma, hors médias, tout ça et tout. Maintenant, avec l'arrivée des réseaux sociaux, tout le monde donne un peu un avis, tout le monde peut parler, tout le monde peut dire. Et je pense que c'est lié à ce qu'on disait sur la diversité. La diversité, c'est quelque chose qui est en train de réarriver. Tout à l'heure, on a vu dans l'étude que les personnes qui trouvaient que c'était trop forcé, c'était des personnes un peu plus âgées. Mais c'est parce qu'ils ont grandi avec une télévision qui mettait pas spécialement l'accent. Mais maintenant, comme tout le monde a le droit de parler, il y a aussi, on va pas se mentir, une peur de certains médias de se retrouver, comme on dit, dans la sauce. Parce qu'ils ont peur de la polémique, ils ont peur de se dire « Ah oui, mais eux, ils sont pas assez diversifiés. » Mais en fait, ce truc-là, il existe depuis longtemps et c'est un fait. La télé, elle n'était pas diversifiée. La télé, pour avoir accès à des plateaux télé, déjà, il fallait avoir accès soit à des écoles de journalisme, soit même que ce soit pour le cinéma, tout ça et tout. C'était plus compliqué. Mais en fait, ce truc-là, il est arrivé et en fait, on s'est dit, mais faut montrer parce que même si c'est quelque chose qui est en train d'évoluer, par exemple, je parle de France Télévisions. Moi, il y a un documentaire qui a été réalisé sur des réalisateurs de sport en France où ils sont venus à Nantes me filmer avec mon père, mon frère, tout ça et tout, sur ma manière de travailler. Donc ça, c'est un exemple de diversité. Mais en parallèle de ça, on avait fait une plus petite émission avec France Télévisions Pays de la Loire. En parallèle de ça, quand la petite émission est diffusée, ça fait facile 10 ans que je parle avec les habitants de mon quartier, ça fait facile 10 ans qu'on n'a pas entendu parler d'Eder Vallière positivement aux informations. Parce qu'on entend parler pour le deal, pour les choses négatives, mais des choses positives, il y en a plein. Moi, je suis un exemple parmi tant d'autres, et le cinéma, ça fait rêver, ça fait briller. Mais il y a des choses super importantes. On a des gens qui deviennent chefs d'entreprise. Il y a quelqu'un on a un habitant d'Eder Vallière qui a créé sa pâtisserie. Il a été décoré par des grands chefs. Ça, c'est des trucs super importants. Après, le cinéma, comme ça fait rêver, c'est là où on met l'accent. Mais des belles histoires, il y en a plein. Et au final, ce truc-là, il est en train de se développer. Et l'idée avec JC Studio, c'est justement de démocratiser l'accès au métier de l'audiovisuel dans les quartiers. C'est ce que tu fais au quotidien, toi, avec les jeunes. Vous êtes combien, là, 80 membres, c'est ça, dans l'asso ? Sans compter les spectateurs des événements, sur une année, on a entre 80 et 100 bénéficiaires. Et oui, c'est ça, c'est le but, c'est de montrer que c'est accessible, que c'est... donc il y a une grosse dimension sur les quartiers populaires parce qu'elle est née au Eder Vallière, mais en fait c'est une diversité aussi qui se retrouve là, parce que avant d'être aussi en quartier prioritaire, on est aussi à Nantes. Nantes, c'est la province, c'est plus difficile de faire du cinéma quand tu viens de province. Et en fait, le but, dans tous les cas, ça n'a jamais été de dire on va faire un autre truc de notre côté, parce qu'ils ont fait leur truc de leur côté. Le but, c'est de faire ensemble. On a des histoires à raconter, on peut les raconter ensemble. Parce que moi, j'ai une histoire à raconter, mais si ça se trouve, l'assistant réalisateur qui va m'aider à faire la meilleure histoire, ça se trouve, il n'a aucun rapport avec mon milieu, aucun rapport avec mon histoire. Mais le but, c'est de pouvoir créer des connexions. Nous, avec l'association, on touche des jeunes d'Eder Vallière, de Malakoff, mais de la Chapelle-sur-Erdre, d'un peu partout. Et en fait, c'est ça qu'on voulait créer avec l'association. Et tu as créé aussi un festival qui s'appelle le Festival de la Lanterne. Là aussi, l'idée c'est de créer des connexions entre un cinéma comme le Concorde, qui est une institution ici à Nantes, et puis aussi amener le cinéma au Eder Vallière avec des projections d'Eder Vallière, des projections au Concorde. C'est ça exactement. En fait, le Festival de la Lanterne, pour expliquer pourquoi déjà il s'appelle la Lanterne.
le festival de Lanterne, il s'appelle Lanterne, c'est référence à... C'est un monsieur du milieu associatif qui est décédé, paix à son âme, qui m'avait dit « La jeunesse, c'est comme une flamme. Si c'est laissé et c'est pas encadré, ça peut brûler. Mais bien encadré par une lanterne, ça sert à réchauffer et ça sert à éclairer. » Et en fait, c'est ça qu'il faut récupérer. Toute cette énergie, la jeunesse, on en parle souvent négativement, soit dans de l'autodestruction, soit ça va un peu partout. Mais en fait, quand on donne un cadre, on donne une énergie et quelque chose sur lequel ils peuvent s'appuyer, et ben tout de suite ça va plus vite. Et en fait, des fois, ce cadre-là, il n'est pas accessible. Mais c'est pas parce qu'on a dit venez pas. Mais comme je vous l'ai dit plus tôt, il y avait des festivals de cinéma déjà à Nantes. Mais pourquoi ils y allaient pas? Parce qu'ils s'y sentaient pas à leur place. Et le but, c'était encore une fois de faire le lien. Le Concorde, il y a plein de jeunes qui l'ont découvert, mais c'est pareil, le Concorde, ils ne se sont jamais dit non, vous venez pas parce que vous venez des Vallières. Au contraire, les jeunes, ils ont vu quand ils sont allés là-bas que ils se sont sentis respectés, ils se sont sentis valorisés. Et en fait, c'est ça aussi. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait en partenariat avec le Concorde, parce que c'était beau de faire un festival, mais on voulait montrer aussi aux jeunes, c'est pas on vous a fait un festival de films de quartier, c'est un festival de cinéma. Déjà, il est ouvert à tout le monde. Et en plus, regardez vos films, ils vont être projetés dans un cinéma. Et aujourd'hui, grâce à l'assaut, voilà, il y a des jeunes qui se sont lancés dans les métiers de l'audiovisuel, avec notamment certains qui participent à des concours de courts-métrages. C'est ça, exactement. On en a plusieurs. En fait, moi, au début, quand on crée l'association avec mon ami Kamel Djouadji, on crée l'association, on se dit c'est quelque chose qui est, quelque chose qui serait intéressant de faire. Et au final, on se rend compte que c'était un besoin. Parce qu'il y avait un besoin de s'exprimer, et au final... Maintenant, on a des jeunes qui sont en école de cinéma, on a des jeunes qui sont en studio d'acteurs à Paris, on a des jeunes qui sont devenus déjà comédiens. En fait, il y a tellement de parcours. Et là, par exemple, tout récemment, la semaine dernière, on a un groupe de jeunes qui ont remporté un prix national. Et ils l'ont reçu des mains de Jamel Debbouze et de Sofiane Zarmani, anciennement le rappeur Fianso. Et en fait, c'est incroyable parce que ces jeunes-là, on les a rencontrés il y a quelques années. Et par exemple, il y a 5 ans, on était allés au même festival, on a gagné le prix de l'association. Et là, 5 ans plus tard, ils y vont et ils ont le prix de la tournée. Non, le prix du meilleur film. Là, ils vont aller à Amsterdam, visiter les locaux de studios de Basic Fit. Ils vont aller faire plein de choses. Et c'est incroyable. C'est pour ces belles histoires qu'on a créé l'association. Eric, vous, pareil, les gens qui interviennent, qui font des émissions sur NTV, il y a une grande diversité, jeunes, un peu moins jeunes. Les modèles sont similaires, on est dans ces voies d'Hermès entre macrocosme, microcosme, c'est-à-dire qu'il faut cette équation entre une économie du local, un savoir-faire, une exemplarité, aller à tous les niveaux, qu'elle soit, nous on vient aussi, qui a Bellevue et autres, c'est facile d'y rentrer et on en sort tout aussi facilement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a aussi une économie et il ne faut pas dissocier aujourd'hui la diversité, les médias, parce que l'audiovisuel c'est une grande famille, le cinéma en est une partie. Dès qu'on veut rentrer dans la logique médiatique, comme je le disais tout à l'heure, on produit l'offert. Alors produire quelque chose qui est offert, hormis Elon Musk aujourd'hui, voilà, il faut beaucoup d'argent, quoi. Donc, il est clair que c'est un problème. Donc, du coup, pour régler cela, on est obligé d'émuler. L'émulation, elle se fait par une notion de partage d'un collectif, bien évidemment, et il vient, je dirais, par une seule nourriture, qui est celle de la passion. Si vous avez la passion, vous pouvez accéder effectivement, comme tu l'as très bien démontré, c'est pas les diplômes qui sont le plus important, c'est la logique de s'expérimenter. C'est-à-dire que on va profiter dans des circuits courts, là, une fois de plus, de se mettre en dynamique, on va pouvoir tourner, avec des fois du matériel un peu compliqué, mais en tout cas on aboutira malgré tout. Puis richesse se faisant, on achète un peu plus, un peu mieux. Mais ce que je veux dire, c'est accessible à quiconque. Et nous, au sein de NTV, on a un programme qui s'appelle Nantes et vous, pour ceux et celles qui veulent prendre le micro. On a eu bon nombre depuis 5 ans. Et nous, il suffit on ouvre la porte et automatiquement, on va embarquer quelqu'un et on va lui confier une mission. Alors, tout à l'heure, il y a eu le petit regard sur Silence, ça pousse.
Et je vais terminer avec ça, mais c'est vrai que sur NTV, on est des copieurs. Moi, Silence ça pousse, ça s'appelle Canopée, parce qu'on va parler de végétalisation. 30 millions d'amis, chez moi, ça s'appelle Pas de griffes, parce qu'on va parler des cabots et des chats, mais locaux, on va faire des promenades. Donc, quand le Star System, c'est ça le microcosme, et c'est ça aussi le macrocosme, ils sont indissociables l'un de l'autre. Et c'est quand on les additionne et qu'on met des gens à émuler ensemble, où finalement une industrie est là, pas forcément celle de l'économie, et ce que je vais vous dire est fondamental, on en parlait hier soir, c'est l'idée que si je monétise, c'est un fait, mais si je valorise, c'en est un autre. La valorisation est une forme d'argent, pour autant elle n'est pas trébuchante, mais dès qu'on comprend que la valorisation c'est une plus-value, ça vaut le coup de s'engager, parce que dans la vie il y a beaucoup de choses qui comptent et qui coûtent. Donc un collectif c'est ça, c'est exactement la même chose que nous faisons tous les deux, sauf que moi je le fais dans une duplication d'émissions, tu le fais dans une duplication de cinéma, je crois qu'on se voit un de ces quatre, on fera une émission commune. Et il y a des connexions. Certainement. J'en termine sur ça. Nous étions, c'était la semaine dernière, on était avec Cut Killer, tu vois, dans les studios de Skyrock. On était là pour l'interview, etc. Tous ces mondes sont combinables. Tous ces mondes, on peut les ajuster, on peut se marrer ensemble, et on sait faire, comme je le disais, sous un label qui n'existe pas tout à l'heure, mais on laissera les législateurs où on les niquera parce qu'on peut faire aussi nos labels nous-mêmes, et on fera un label où le sourcing, l'info, elle vient du terrain. Et quand on est authentique, je veux dire, on n'a pas peur, parce que face à nous, finalement, qu'est-ce qu'on craint, nous? Rien. Voilà. Tom, aujourd'hui, tu te sens absolument légitime pour faire du cinéma, pour faire ces métiers? Parce que, voilà, si je te pose la question, c'est parce que, à un moment donné. Il y a eu ce questionnement pendant longtemps. Pendant longtemps, je me disais, mais est-ce que je me sentais légitime? Et au final, maintenant, aujourd'hui, j'ai plus tout de problème avec ça. Je me sens totalement légitime. Déjà, de par mon parcours, au bout d'un moment, si j'ai mes petits cousins et mes petites cousines qui habitent à Kinshasa, qui arrivent à voir ce que je fais en France, déjà, je me dis que si ça arrive déjà aller là-bas, sans que moi, j'ai spécialement à le partager, je sais que ça veut dire que ça voyage dans le monde. Et puis la reconnaissance, elle est là. Et puis le travail que j'arrive à mener avec les bénéficiaires de l'association, il me fait que me sentir légitime, parce que, et aussi j'ai pas le choix dans tous les cas, parce que si moi je me sens pas légitime, les jeunes vont pas se sentir légitimes dans leur apprentissage, dans leur projet. On est obligé de faire ça. Et puis à partir du moment où je suis légitime aux yeux de mon père, c'était bon. Mon père, moi, il connaît pas tout ce qui se passe dans le cinéma. Mon père, moi, il a grandi au Congo. Lui, quand je lui dis qu'il y a un film qui sort au cinéma, il se dit peut-être on a réussi à faire une projection. Il voit ça comme il voit pas que le film, il prend pas la mesure que le film sort dans toute la France. Quand on fait la série qui sort sur Netflix, pour lui, Netflix, c'est comme YouTube. Il connaît pas tout ça. Mais par contre, là où c'est des codes qu'on voit qui sont intéressants et qui changent avec l'âge. Moi, le moment où mon père était le plus marqué, c'est la première interview que je fais qui passe sur France Pays de la Loire. À ce moment-là, mon père, il est touché parce que en fait, il a mis une phrase sur les réseaux sociaux qui m'a tellement touché. Moi, il faut savoir, je porte le nom de mon grand-père. Je m'appelle Tom Coco Bikoussa. Et en gros, mon père, il a dit, sur ses réseaux, il a dit, mon père s'appelait Coco Bikoussa. Je m'appelle Coco Bikoussa, mon fils s'appelle Coco Bikoussa, et aujourd'hui ce nom il est à la télévision française. Et pour un jeune, et pour un homme qui a grandi au Congo, en Afrique, la télévision française, c'est pour beaucoup c'est le top. Nous on voit ça, moi je vois ça un peu, je suis un peu détaché, mais en fait quand tu te mets à la place, tu te dis, pour lui c'est quelque chose de fou. Et en plus, ça fait toujours peur de se dire mon enfant, il va dans un milieu où déjà c'est très concurrentiel, c'est très précaire. Que ce soit ton fils, que ce soit ta sœur, que ce soit ton frère, ce milieu il fera toujours peur. Parce que tu vas te dire, est-ce qu'il va tenir le coup? Et au final, quand tu as le soutien de ta famille, quand tu as le soutien de tes proches, c'est ça qui compte. Bravo, merci Tom, merci infiniment. On va vous laisser la parole si vous avez éventuellement des questions ou des réflexions par rapport à ce que vous avez entendu ou un complément à apporter. Évidemment, on vous tend le micro, n'hésitez pas, je vole vers vous. Non, il n'y a pas de questions. Ouais, peut-être pour faire le lien avec la table ronde d'avant.
Donc, et Marco, puisque tu as évoqué l'IA qui peut aider à tout ça pour identifier la diversité, et donc je vais revenir sur ces concepts de chambre d'écho. Et en fait, l'IA, elle est biaisée aussi, et elle apprend sur des corpus qui sont biaisés, où il n'y a pas de diversité, et donc quand on commence à l'utiliser pour analyser les corpus, on peut se poser tout un tas de questions. Nicolas, tu me faisais l'état de certaines études que vous faites dans l'INA, donc à l'INA, en particulier sur les corpus. Donc si on utilise des outils biaisés qui ont un prix sur des contenus où il n'y a pas de diversité, voilà, est-ce qu'on n'est pas en une nouvelle chambre d'écho, voilà. Merci Patrick. Oui, vaste sujet. Je pense qu'on n'a pas assez de recul sur tout ça à l'heure actuelle. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que quand on a un résultat, aujourd'hui, souvent, on peut poser les doutes sur l'origine de ces résultats. Je pense qu'il est plus compliqué de ne pas savoir d'où vient qu'avoir un problème d'un résultat qui est biaisé par un algorithme ou un modèle qui ne fonctionne pas. C'est comme si on avait 3 copains. Voilà, ils nous donnent une réponse à une question, ben, je sais combien de confiance je peux donner parce que je connais les copains. L'IA peut être ça aussi, c'est-à-dire qu'elle peut donner une réponse, elle peut se tromper ou elle peut donner une réponse juste. Le problème qu'il y a, c'est que l'IA n'est pas mon copain, je ne les connais pas et je ne sais pas si je peux faire confiance ou pas. Donc c'est d'où l'intérêt d'avoir des métadonnées ou des index associés qui peuvent me dire « Ah, ces résultats, il vient d'une chambre d'écho ou d'un modèle X, Y, ou bien c'est une réponse humaine. » À partir de là, je peux faire ma propre évaluation et voir si je peux avoir confiance là. Et c'est ces niveaux d'indexation et de résultats qu'on n'en a pas à l'heure actuelle. On récupère des données et on ne sait pas d'où ça vient. Ça, c'est problématique pour moi. Je pense que le gros problème, il est là. Après, ce qui est magique aussi avec les intelligences artificielles, ce qui fait... En fait, en même temps, c'est beau et en même temps, ça fait peur. C'est que les IA, ils apprennent de nous aussi. En fait, on les utilise comme des outils extraordinaires qui sortent de nulle part, mais les IA, ils ont un modèle de base. Des fois, ça peut être avec des corpus, mais des fois, en fait, ils apprennent aussi de nous. L'IA, elle attend pas que... En fait, c'est ça aussi qui est à la fois terrifiant et fascinant, c'est que il y a ce truc-là où elle est constamment en évolution. C'est pour ça on disait tout à l'heure, ça fait que 2 ans, mais en fait, c'est que comme elle ne nous attend pas, et ben en fait ça va trop vite. Et y a pas, et comme nous on peut être fatigué de faire des mises à jour, de rentrer des documents, l'IA elle se fatigue pas. L'IA c'est une IA et c'est ça qui va faire que ça va évoluer et c'est ça mais qui en même temps qui à la fois qui est terrifiant parce que on sait pas dans quelle direction ça va, on sait pas. Le gros des biais dont on parlait, c'est la plupart des biais des IA, ce n'est rien d'autre que les biais de la société. Et que comme les IA sont entraînées sur ce que la société donne à voir, et donc notamment les médias sont quand même une fenêtre assez forte sur la visibilité de ce qu'est la société, tous les biais qu'on va retrouver, notamment dans les médias, alors Internet de manière générale, c'est quand même la plus grosse source d'entraînement des IA, les IA vont se contenter d'apprendre ces biais-là. Et typiquement, les exemples qu'on avait assez caricaturaux des premières grosses erreurs de gros biais, c'était les questions de « décris-moi cette image » où aux États-Unis, un homme noir avait été décrit comme un singe parce que les IA, majoritairement, sont entraînés avec des visages blancs parce que c'est majoritairement ça, c'est majoritairement ces personnes qui sont représentées dans les médias, sur Internet, etc. Et donc les premières IA n'avaient pas vu énormément d'hommes noirs et donc faisait ce type d'erreur. C'est caricatural, ces biais-là ont été corrigés depuis, mais pour dire que l'IA, elle n'est pas plus biaisée que la société. Ou des représentations qu'on a dans les médias. Et c'est pour ça que je pense que, pour faire le lien aussi sur IA générative qu'on a eu avant, et c'est important, en fait, qu'il y ait des... elle va être dans sa chambre d'écho à un moment, parce qu'elle est complètement entachée des biais, des représentations que vous avez très bien montrées dans l'étude. Et c'est pour ça qu'on a besoin de diversité et qu'on a besoin de nouveaux contenus. Et l'IA générative, elle est très loin de tout ça. Et pour rebondir sur ce que tu dis, Tom, tu pourrais presque faire ton... c'est pas 10 Siri, tu pourrais faire le 10 Tom Coco. Tu peux faire aujourd'hui sur ta production, alimenter un modèle d'IA génératif qui va... Et je vous invite à regarder le travail d'un chercheur qui s'appelle... qui a fait D. Simon, qui a fait son double en fait, et qui a fait beaucoup de productions audiovisuelles, etc., et qui à un moment a fait
écrire il a scrappé tous ses emails, tous ses écrits, toutes ses productions, et a fabriqué une IA qui se comporte un peu comme lui dans son processus. On dit, bah tiens, qu'est-ce que je vais faire? Et il questionne complètement cette relation qu'il a avec son double numérique créatif. Ouais, j'ai rajouté juste quelque chose, il ne faut pas oublier quelque chose que notre pire ennemi, c'est certainement pas l'IA, c'est l'économie. N'oubliez jamais cela, on est quand même dans un monde où finalement l'euro est là, c'est la monnaie, et croyez-moi que finalement face aux algorithmes qui sont là, ils sont très méchants, bien plus méchants que l'IA. On en parlait, on peut pourquoi pas lancer un programme d'IA qui ferait tourner les compteurs YouTube, ça nous ferait de la thune en plus, vachement plus. Et en fait, voilà, le monde il est quand même cruel, et face à cette diversité, regardez ce que YouTube peut vous redonner, c'est-à-dire une petite fenêtre, je me permets Christophe, je prends ton portable, j'ai pas le mien, vous avez ça, vous savez, ça me fait penser souvent quand vous êtes en bagnole, l'avenir c'est votre pare-brise, il est large, et souvent on regarde dans le passé, c'est à peu près ça, c'est la taille d'un rétroviseur sur le côté, c'est ce qu'on vous donne tous les jours à bouffer, ça veut dire que si vous faites pas gaffe à comment vous nous nourrissez en termes d'information, et face à vous ces algorithmes, et puis nous qui sommes des producteurs de contenu, notre challenge c'est d'utiliser l'IA, on la dompe de toute façon. Nous, ici sur NTV, si depuis 1 an et demi on n'avait pas l'IA, je ne vous parlerai pas au nom de NTV, on n'existerait plus. Tant, nos métiers, on ne l'a pas évoqué, c'est ceux du temps. Tout à l'heure, je parlais d'Hermès, mais c'est chronophage la vidéo. Dieu que c'est chronophage. Donc quand vous faites de la captation, il faut faire du montage, le temps de générer les films, etc. Il faut toujours des machines de plus en plus folles, et du coup ça prend beaucoup de temps. Donc d'un seul coup qu'on est dans le média, en tout cas je vais parler pour moi, et je vais vous donner aussi une des racines qui fait que NTV on perdure, c'est qu'on a shooté des trucs que Téléland faisait très bien après France Télévisions, c'était de faire de la politique, faire des chats écrasés et des faits divers. Ben nous on n'en fait pas, on fait que du divertissement. Du coup on est rentré dans une thématique d'édition positive, forcément, c'est plus sympa déjà à faire. Mais voilà, ne jamais oublier qu'on est dans un monde où le business, c'est le Dieu, quoi, le Dieu suprême. Et ce que je vous dis, ça peut être offensant, mais c'est une vérité. Donc si à la fin du mois, il n'y a pas la thune, c'est finito benito. Et on va voir ce qui va se passer dans les semaines et mois à venir. Je termine sur ça, Christophe, sur une voie quand même politique. On a confié aux élus de la République le fait de se préoccuper de la culture. Peut-être une grande erreur. Je crois que la culture, comme tu l'as fait au Dervalière, comme d'autres le font à Bellevue, si on prend nos quartiers en tout cas dits difficiles, putain, vous êtes administrés, je pense que c'est à nous tous de nous administrer. L'alimentation, c'est pareil. Si vous achetez des poulets de batterie, vous allez bouffer de la merde. Si vous achetez des poulets à belle rouge, c'est un peu mieux. Choisissez vos contenus, soutenez celles et ceux qui chaque jour font des efforts. C'est vous, c'est moi, c'est nous les consommateurs, qu'on soit alimentaire ou qu'on soit intellectuel, en tout cas, c'est nous qui faisons nos choix et c'est pas les autres. Voilà ce que j'avais à dire. Merci en tout cas à vous quatre, merci infiniment de nous avoir parlé de diversité. Restez avec nous juste un instant parce qu'on souhaitait conclure cette séquence par la projection d'un film et on va demander à Erwan Ouedraogo de venir me rejoindre. Erwan qui a un petit lien de famille avec Tom, je ne sais pas si on peut le dire, voilà, et qui va nous présenter ce film que l'on va découvrir tout de suite. Ce film, donc Erwan, donc vous êtes cofondateur. Voilà, bravo, merci Erwan, merci infiniment. Il est encore là, Erwan, ouais. Bravo. Allez, on va conclure cette journée. On va accueillir celui qui était notre grand témoin aujourd'hui, Philippe Bouquillon, professeur des universités en sciences de l'information et de la communication, Université de la Sorbonne Nouvelle Paris 3, directeur du LABEX ICA, Industrie culturelle et création artistique. Philippe, je vous laisse le micro. C'est à vous de conclure cette journée sur ce que finalement vous avez retenu de nos échanges aujourd'hui. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Alors tout d'abord, je souhaiterais remercier très très vivement les organisateurs, organisatrices et tout spécialement Stéphanie pour cette invitation. Alors, j'ai noirci 9 pages de papier, de considérations scientifiques. Voilà, donc après ce très beau film, c'est un peu difficile. Et puis il nous reste plus beaucoup de temps. Moi, j'ai quand même été marqué par l'originalité du propos aujourd'hui. Je ne vais pas pouvoir reprendre tout ce que j'avais noté en détail, mais vraiment les 4 thématiques de la journée sont
tout à fait original, aborde des questions qu'on ne voit pas tout le temps traitées, qu'on voit beaucoup moins traitées, par exemple, que les questions des plateformes. J'ai beaucoup apprécié, j'en parlais tout à l'heure au déjeuner, de ne pas entendre parler de plateformes. C'est très bien de rappeler ces questions. La première table ronde sur la question territoriale était vraiment importante. Elle nous rappelle que certes, il y a le niveau mondial, global, qu'il y a le niveau national, mais qu'il y a aussi le niveau local et qu'il s'y passe des choses très très fortes. Et là, on voit bien, dans le cadre de cette première journée d'accélération dédiée à l'audiovisuel, combien l'organisation entre les sciences humaines, les sciences numériques et des acteurs socio-économiques locaux, eh bien, permet d'adresser des enjeux extrêmement importants autour de l'attractivité du territoire. On a invoqué un certain nombre d'indicateurs, on a invoqué des effets multiplicateurs, tout ça c'est des questions anciennes, mais qui sont toujours d'actualité. On sait très bien que ces effets multiplicateurs sont très imparfaits. On sait d'ailleurs souvent pas vraiment comment ils sont calculés. Une intervenante a évoqué aussi la difficulté d'évaluer réellement l'impact des politiques régionales. Donc c'est vraiment des choses importantes qui ont été soulignées. On a aussi parlé des héritages industriels, des héritages technologiques. Et ça aussi, je crois que c'est un point très 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 fort qu'il faut pas oublier. Alors toujours dans cette table ronde du matin sur le local, des points importants sont apparus autour de la diversité. Là, on retrouve d'ailleurs une question abordée en dernier dans la dernière table ronde, autour de la variété, du nombre impressionnant de médias locaux, de leur vivacité. Et il y a beaucoup de travaux aujourd'hui sur la concentration, et on en conduit d'ailleurs au sein du Labexica. Mais on voit bien qu'il ne faut pas que les grands acteurs éteignent, concentrent toute l'attention, et qu'il faut aussi braquer les projecteurs sur les acteurs régionaux et locaux. On a bien vu leur importance ce matin. Alors évidemment, la seconde table ronde sur la transition écologique, environnementale, a abordé des questions absolument fondamentales. Là, on voit bien une caractéristique fondamentale de l'audiovisuel, c'est que c'est une activité qui, peut-être plus que d'autres, en tout cas que des activités non culturelles, se positionne par rapport à des valeurs. On le voit au niveau des individus qui participent, qui sont les acteurs de ces industries. On le voit aussi au niveau des acteurs socio-économiques eux-mêmes qui peuvent avoir intérêt à s'emparer de ces questions à moult égards. Et puis, bien évidemment, on a évoqué les enjeux concrets pour la planète, pour la nature, que ça pouvait concerner. Et on voit bien finalement que la prise en compte des enjeux écologiques, environnementaux, nous amène à refaire toute une socio-économie de l'audiovisuel en regardant comment cette question est prise en compte dans les phénomènes de rationalisation de l'activité qui sont à l'œuvre. On a parlé de l'organisation des tournages. On voit aussi que ça a à voir avec la division du travail, avec la hiérarchie. Une intervenante a parlé des rapports sociaux de production, et c'est en effet tout à fait ça qui est au cœur du sujet. Donc c'est finalement une relecture de la socio-économie de l'audiovisuel à laquelle nous sommes invités. Et pour ce faire, on voit bien l'importance des échanges d'expériences. Ça a été souligné par plusieurs intervenants. Il est important que, par exemple, des spécialistes du documentaire animalier puissent communiquer ce qu'ils ont compris à des professionnels de la fiction. On voit aussi finalement comment quelqu'un a parlé d'une activité d'ensemblier autour de l'audiovisuel. Finalement, on arrive à fédérer des professions différentes, avec la formation à les convaincre de l'importance des impératifs écologiques et environnementaux. Et on voit là aussi qu'il y a une forme particulière
d'échanges, d'expériences. Et puis bien sûr, on retrouve une thématique qui avait été abordée dans la première table ronde, la question de l'ancrage territorial. Qu'est-ce que ça veut dire un ancrage territorial? En quoi l'audiovisuel est-il particulièrement ancré plus qu'une autre activité? Là, on voit bien qu'autour de ces questions-là, eh bien, il y a des réalités où on va utiliser des ressources locales, on va utiliser des ressources naturelles, mais aussi des ressources humaines locales, et on va pouvoir faire du recyclage. Là, on voit bien qu'il y a des réponses assez concrètes à ces questions. Et puis, il ne faut pas oublier, il ne faut pas se centrer seulement sur l'offre, mais bien évidemment voir les consommations. Et là, on a compris que l'individualisation des pratiques, qui est une tendance évidemment croissante, qui ne fait que se développer, est à certains égards une catastrophe sur le plan environnemental. C'était un point très important. Et puis la troisième table ronde autour de l'intelligence artificielle, là nous a rappelé des éléments centraux dans l'approche des industries culturelles. Un intervenant a souligné que les produits culturels n'ont pas de valeur en eux-mêmes, ils prennent valeur par rapport à un milieu, par rapport à un ensemble de médiations. Donc là, on voit bien que l'intelligence artificielle conduit aussi à reposer la question dont s'opèrent ces médiations, dont s'opèrent les processus de construction de la valeur symbolique et donc de la valeur marchande. Et on voit aussi que, on sait bien que traditionnellement, dans les industries culturelles, ce qui fonde la valeur d'une production culturelle, c'est la personnalité du ou des travailleurs, travailleuses culturels qui occupent la position centrale. Là, on voit bien que c'est remis en question. On voit aussi, dans cette perspective, que ce qui compte, c'est la façon dont cette valorisation, cette fois-ci, peut se faire. On a souligné qu'on retrouvait avec l'intelligence artificielle des choses déjà vues avec les plateformes, autrement dit, des phénomènes de prédation. On peut les appeler comme ça. On peut aussi dire que ce sont peut-être une nature des productions culturelles et donc aussi des productions audiovisuelles qui font qu'elles peuvent être valorisées pas simplement en elles-mêmes, mais par rapport à d'autres activités. La première table ronde nous a montré le lien entre l'activité foncière et l'audiovisuel. Ici, on voit bien que des acteurs de l'IA arrivent mieux que des acteurs des industries culturelles, des acteurs historiques des contenus, à tirer profit, à créer de nouveaux modes de valorisation. Et c'est quelque chose, qu'en effet, qu'on connaît bien à travers déjà l'expérience des plateformes. On voit bien sûr que les enjeux juridiques sont importants. On voit que des négociations, un cadre doit se poser pour négocier des logiques de partage de la valeur, même si un intervenant a dit qu'évidemment ce cadre aujourd'hui on ne le voyait pas arriver. Et puis on a évoqué une autre question au-delà de la seule intelligence artificielle générative, autour des questions de découvrabilité, d'indexation, de trouvabilité. Et là, ça nous permet peut-être de faire le lien avec la quatrième table ronde, parce que on voit bien que les questions d'indexation automatique certes permettent des économies de coûts, mais elles ne sont pas exemptes non plus de biais qui ont été signalés, notamment dans cette dernière table ronde autour de la diversité. Alors, on peut être surpris de voir le même mot utilisé, diversité, pour des enjeux aussi multiples et aussi hétérogènes, et se dire, mais enfin, ça sert à quoi de mettre le même mot pour désigner des choses qui n'ont rien à voir? Et en même temps, on l'a vu au fur et à mesure de la table ronde, qu'il était intéressant de traiter tous ces problèmes en même temps, les uns par rapport aux autres. Problème déjà du côté des publics, autour de la représentation ethno-raciale. Ça a été très clairement souligné, avec des appréciations très différenciées, extrêmement clivantes sur le plan politique. Donc là, on retrouve bien le fait que les médias audiovisuels ont une dimension politique qui est particulièrement forte.
On a vu aussi, du côté des médias en place, un ensemble d'ambiguïtés. Est-ce qu'il s'agit pour certains acteurs qui commandent ces études, finalement, de se positionner, d'essayer d'éviter des problèmes? On a vu aussi, justement, on fait le point avec l'indexation, et bien que ces médias, de toute façon, continuent à fonctionner dans des logiques de stéréotypes. Et puis un intervenant a évoqué la peur, les peurs des médias en place face à tous ces nouveaux médias dont on a illustré la diversité. Et là aussi, cette table ronde sur la diversité a montré que ces nouveaux médias, dont la plupart sont passés des marges par rapport au centre, sont passés des marges au centre, sont eux-mêmes extrêmement différenciés et ne se limitent pas, loin de là, aux grands réseaux sociaux numériques. Il y a beaucoup d'autres acteurs. On a bien vu d'ailleurs tout au long de la journée l'importance de la façon dont s'articulent des médias publics, des médias commerciaux et des médias du tiers secteur, avec à cet égard des responsabilités aussi du côté des politiques publiques. Et pour conclure cette conclusion, je crois qu'on a assisté aujourd'hui à une sorte de plaidoyer pour une socio-économie qui serait située, qui permettrait de rendre compte en même temps, de façon conjointe, de phénomènes économiques, technologiques, sociétaux et aussi politiques. Et on voit bien que si on oublie un de ces 4 éléments, on perd beaucoup de choses. Donc je crois vraiment que on peut féliciter les organisateurs, organisatrices de cette première journée d'accélération pour la qualité, l'importance des enjeux qu'ils ont permis de soulever, et avoir tout à fait confiance dans la suite des recherches qui seront développées. Cette première journée d'accélération a tenu amplement ses promesses. Merci infiniment et bravo à Stéphanie et aux autres organisateurs, organisatrices. Merci. Le mot de la fin avec Patrick Lecalais. Oui, le mot de la fin pour vous remercier de cette journée passée ensemble. Merci Philippe. Merci Philippe pour ces bons mots qu'on reçoit avec beaucoup de bonheur. On n'est pas beaucoup. Je suis heureux qu'on ait réussi à capter tout ça, parce que je pense que c'était très dense. Alors, le mot de la fin. 3 mots de la fin, c'est... je vais commencer par dire, j'avais appris de mon VP ce matin, VP de l'université Sciences des ingénieurs. Et donc on va, si j'ai bien compris le VP de la métro, il y avait 3 choses à dire, 3 mots. Donc alors, le premier, ça va être sérendipité. Donc je vais avoir aussi mon anglicisme, c'est découvrabilité, ça va être sérendipité. Et je pense que c'était un peu le pari de cette journée. Et des journées d'accélération, finalement, on parlait de friction, de rencontres improbables, et c'est vrai, quand on met chercheur SHS, chercheur, on va dire, sciences du numérique, et monde socio-économique, acteur, qu'est-ce qui va se passer? Donc moi j'aime beaucoup ça, des rencontres improbables, et je trouve que le résultat, c'est beaucoup de densité, et qu'on a envie de se dire que chacune des séquences, au fond, pourrait bien faire l'objet d'au moins une journée. Mais c'était plutôt pas mal de se dire que en lançant la première comme ça, on a réussi. Sérendipité, donc il faut que j'en ai 3. Donc, le deuxième, ça sera une confidence. Donc la confidence, c'est qu'en fait, les 3 facilitateurs que nous sommes, on ne se connaît pas, on ne s'est pas choisi, et voilà, donc c'est aussi cet exemple de sérendipité. Moi, je connaissais pas Stéphanie, je connaissais pas Géraldine, et on a dû monter ça dans les conditions où il y avait de la friction créative. Et alors je suis content que Philippe t'ait remercié Stéphanie, parce que moi j'ai reçu pas mal de remerciements en introduction, et je voulais aussi remercier mes 2 co-facilitatrices, Stéphanie et Géraldine, parce que ça aurait été impossible de monter cette densité sans vous. Voilà, tout ce qui a été. Donc un grand merci à vous 2. Voilà. Mais, évidemment. Donc ça, c'est la confidence. Mais vous dire aussi les défis qu'on s'est lancés.
c'était une journée de défi. Parce qu'il y a 10 secteurs dans le PEPR, et chacun des secteurs doit lancer sa journée, etc. Nous, je parle sous contrôle de Hyacinthe, premier, deuxième à le faire. On est les premiers. Donc on s'est lancé ce défi, donc de l'interdisciplinarité, ce défi de le faire avant, à la fin de l'année, dans des contextes budgétaires, le défi de le faire à Nantes, le défi de le faire sur plusieurs lieux. Donc il a fallu mettre en musique tout ça. Donc voilà, on s'est pas vraiment mis dans le confort. On s'est mis en inconfort absolu, mais on s'est fait confiance. Et quand on a en inconfort absolu comme ça, c'est important d'avoir peut-être... Alors, j'avais pas de doute moi, sur le collectif nantais. Ça a été évoqué ce matin, le jeu collectif. Je remercie l'équipe de la Samoa, la Alcis, Walter au Débeauté. On n'avait pas prévu, enfin, c'était pas prévu de capter la journée. Et en 3 jours, tu nous as fait ça, et merci à toi. J'avais pas de doute sur le jeu collectif nantais, mais après, il faut plugger tout le reste, et notamment les outils du PEPR, l'administration du PEPR, / France 2030, CNRS, etc. J'en passerai. Voilà. Donc, il nous faut quand même quelqu'un qui est capable de nous donner tout ce confort. Quand on se met dans l'inconfort, et c'est Hyacinthe, Varicelle, contre vents et marées, contre Varicelle, ben heureusement que tu étais là. Voilà. Si sans toi, cette journée, elle n'existe pas. Donc, je voulais aussi te dire un grand merci, parce qu'en fait, tu es complètement intégré dans ce jeu collectif nantais. Donc, merci. Donc, un petit applause pour Hyacinthe. Et que c'est très confortable de travailler dans l'inconfort avec toi. Non, mais c'est pas difficile de sortir de sa zone de confort. Troisième chose, c'est une invitation. Alors une invitation forcément à revenir, etc. Mais une invitation, puisqu'on nous a parlé que Wes Anderson allait peut-être investiguer les frigos, là, les fameux frigos du Motion Lab. Eh bien, pour ceux qui le peuvent, c'est de poursuivre cette journée en allant au Motion Lab, puisque Marine nous a proposé d'y aller. Et il y aura des verres, il y aura des bouteilles. Donc pour ceux qui veulent, là, c'est à l'instigation aussi de Laurence, et ça fait plaisir aussi, parce que c'est les rencontres improbables, et ça sert à ça, ces journées-là. Donc ceux qui veulent prolonger ce moment au Motion Lab, c'est tout à fait possible. On peut peut-être y aller en mode balade urbaine aussi. Je regarde Fabrice, là-bas. C'est facile d'aller au Motion Lab ici ? Et on pourra passer par école de design, revoir le Média Campus en y allant, enfin tous les lieux dont on a parlé ce matin. Voilà. Et ça sera tout pour moi, j'ai fait 3 mots. Voilà. Bravo, merci Patrick. Voilà. Merci à tous en tout cas, et merci de votre attention, et puis passez une belle soirée à l'Motion Lab. Voilà, merci.